Christiane Taubira tire sa révérence. L'Élysée l'a annoncé ce matin. La ministre de la Justice renonce à son poste pour désaccord politique majeur, selon ses mots. Après de nombreux couacs qui l'ont opposée à la droite et à une partie de la gauche, cette fois la question de déchéance, la nationalité aura causé le fossé. Elle n'en reste pas moins saluée par un grand nombre d'élus, notamment chez nous, et elle conserve aux yeux de la population son image de femme jock. Reportage à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, la rencontre des maires de Guyane avec les dirigeants d'EDF ce matin. La population en a ras-le-bol des coupures et de la mauvaise qualité de service dans l'ensemble. Les maires veulent du changement. Enfin, ce scandale qui éclabousse des scientifiques de l'IRD. Ils sont accusés d'avoir tenté de s'approprier un savoir ancestral guyanais dans la lutte contre le paludisme. Détail à suivre dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette heure d'information. Parfois, rester, c'est partir. Ce sont les mots de Christiane Taubira. La garde des Sceaux a démissionné, dit-elle, pour ses convictions, notamment son opposition à la déchéance de la nationalité. Un choix qui a pris tout le monde par surprise, y compris ses collaborateurs. L'annonce a été faite tôt ce matin, puis tout est allé très vite. La passation de pouvoir avec son successeur Jean-Jacques Urvoas a eu lieu en début d'après-midi. Christiane Taubira est repartie comme elle est arrivée, à vélo. Récit avec Sophie Lançon. Gouvernement. Sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements. 15h25, première prise de parole de Christiane Taubira qui s'explique sur sa démission. Avant la passation de pouvoir, elle tient à insister sur sa bonne entente avec le chef de l'État. Ce fut pour moi un immense honneur d'être garde des Sceaux, ministre de la Justice de la France, et en particulier sous l'autorité de ce président de la République. Tout commence à 9h10. La nouvelle tombe par communiqué. La surprise est totale. François Hollande accepte la démission de Christiane Taubira. Le chef de l'État salue son action menée avec conviction et insiste sur son rôle majeur dans l'adoption du mariage pour tous. Quelques minutes plus tard, c'est par un tweet que Christiane Taubira fait entendre sa voix. Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot à l'éthique et au droit. Mais à 11h15, ne cherchez pas la garde des Sceaux dans l'habituel défilé des ministres le jour du Conseil, ni à l'Assemblée aux questions au gouvernement, ou même absente, elle est applaudie. Je voudrais saluer au nom de notre groupe la parfaite collaboration qui pendant 4 ans a uni les parlementaires socialistes, républicains et citoyens à Christiane Taubira. À 16h30, elle est officiellement remplacée par Jean-Jacques Urvoas, proche de Manuel Valls, président de la commission des lois à l'Assemblée, et elle l'accueille chaleureusement place Vendôme. Je suis extrêmement fière du travail que nous avons produit. Nous avons pu le faire grâce aux décisions du président de la République. Nous avons pu le faire parce que le soutien du Premier ministre n'a pas manqué. Avec le panache que nous avons appris à découvrir et une franchise que chacun vous reconnaît. Vous avez porté beaucoup de textes de ce quinquennat de François Hollande. Christiane Taubira, elle repart sur son vélo qu'elle avait dû abandonner pour raison de sécurité. Cette fois, elle peut emprunter la voie qu'elle souhaite en toute liberté. Et l'ex-garde des Sceaux justifie sa décision par une fidélité à ses valeurs face à un désaccord politique majeur. Une décision prise bien avant le départ de François Hollande en Inde le week-end dernier. Et c'est un coup dur pour ce dernier qui perd là son dernier atout de gauche, version frondeur. Christiane Taubira avait su construire cette image de figure de la gauche. Éric Dupuis retrace son parcours. Le président de la République a nommé. Le 16 mai 2012, à l'annonce du premier gouvernement du quinquennat de François Hollande, elle fait figure de surprise. Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La Guyanaise fait partie des 3 ultramarins à récolter un portefeuille ministériel. Rigoler tous ensemble avec Georges Paul Langevin d'ailleurs. C'est entrer dans le salon Murat avec le N de la 4e dynastie de France. N, c'est Napoléon. Napoléon qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. C'était quand même quelque chose de dire, regardons-nous, on est là sous les auspices de la 4e dynastie de France. Et on en a bien rigolé. Mais son parcours de ministre ne sera pas rose tout le temps. Christiane Taubira va affronter la rue dès 2013 avec son projet de loi sur le mariage gay, finalement adopté le 23 avril 2013, ce qui lui donnera un certain poids politique. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous.
Mais avec l'hégémonie vient aussi la critique. La garde des Sceaux est attaquée sur l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Elle est obligée de se défendre comme rarement sur le plateau d'un JT. La réponse à votre question est très claire, je n'avais pas l'information avant. Donc vous ne le saviez pas. Vient ensuite des critiques des projets de loi gouvernementaux. Le dernier en date sur la déchéance de nationalité sera fatal à son poste. J'ai l'impression qu'elle est cohérente avec elle-même, puisqu'elle avait de fortes réserves sur le projet de loi. Et par conséquent, c'est vrai que le présenter aurait sans doute été compliqué pour elle. La majeure partie des personnalités politiques de gauche reste derrière la Guyanaise. Je me demandais comment elle faisait pour rester dans ce gouvernement qui met en œuvre une politique qui contrevient aux valeurs auxquelles elle croit, et je crois. Christiane Taubira n'a plus de mandat électif en Hexagone comme en Guyane, où elle devrait se rendre pour se reposer très prochainement. Les réactions après l'annonce de la démission de la garde des Sceaux ne manquent pas. Pour la population guyanaise et ses proches, Christiane Taubira reste une femme jock, une figure politique incontournable. Son départ du gouvernement n'altère en rien l'admiration dont elle fait l'objet. Voici quelques réactions captées par Jonathan Lariot. Dans les allées du marché de Cayenne, on connaît bien Christiane Taubira. Cette décision surprend. Ici, tout le monde part d'une femme proche de ses racines, proche de son pays. C'est une Guyanaise, hein. Et en plus de ça, c'est un black. C'est une fierté pour nous, pour les dom-toms. Taubira, c'est quelqu'un qui vit normalement, simple. Moi, à chaque fois que je la vois, elle est à vélo, alors j'espère que je vais la revoir à vélo. Ce serait une bonne chose. Je croise Taubira dans la rue. Elle est très ouverte aux gens. Elle est tout le temps souriante. Si elle pouvait t'aider, elle t'aide. Si elle ne peut pas, elle te conseille. C'est une femme guyanaise, potomitan et une femme joie. Christiane, ça t'a fait à ton bien fait, c'est bien raide. Et t'as bien courage. Jock. Et pour sa famille, c'est en femme forte qu'elle aura traversé ces années, toujours fidèle à ses convictions. Dans la famille, on a assez de tempérament. On n'a pas un ego hyper développé pour tous. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des altérations que l'on peut accepter dans les convictions, dans les principes, et puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas accepter. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a du caractère, elle se respecte, et quand elle se respecte, elle fait respecter les autres. C'est ceux de l'outre-mer. Donc je veux dire que même si elle était ma soeur, je l'aurais adorée. Parce que j'aime les gens qui ont du tempérament, j'aime les gens qui ne se laissent pas faire, j'aime les gens qui ont des convictions, et qui restent debout, quelle que soit la nature du combat. Et elle est comme ça, elle. Elle est comme ça, oui. Face à tous ces soutiens, une question se pose déjà. Quel avenir pour Christiane Taubira? Reviendra-t-elle en Guyane ou continuera-t-elle son aventure politique dans l'Hexagone? Souvent la cible préférée des attaques de la droite et d'une partie de la gauche, notamment du Premier ministre Manuel Valls. Aux yeux de nos élus locaux, des accords politiques ou pas, Christiane Taubira a le mérite de son travail et de son parcours. La plupart se disent déçus par la tournure des événements, mais certainement pas surpris par son départ. Voici leur réaction. L'essentiel, c'était qu'elle démissionne parce que elle l'a dit et j'ai tout à fait partagé son point de vue. C'est une décision qui aujourd'hui crée une vraie fracture au sein de la société française au moment où on a besoin d'aller vers davantage de cohésion sociale. C'est par ailleurs une décision dont on n'imagine pas la portée par rapport aux droits du sol, aux droits du sang, qui sont des débats que la France a toujours connus par le passé. Je pense lors des dernières régionales, les élections pour la CTG, nous avons vu qu'elle figurait sur la liste conduite par Lynn Létard. Donc je ne sais pas au sein du mouvement politique Walloirie comment les choses vont s'organiser dorénavant, ou alors peut-être qu'elle considère encore que son destin est en France, mais ça c'est son problème. De toute façon, il est clair que Christiane Taubira a deux handicaps dans ces contrées-là. C'est que c'est une femme et puis elle est noire. C'est à elle de voir, dans la mesure où je pense que c'est quelqu'un qui a des compétences, qui peut les mettre à la disposition de son pays. Et pour en parler, je rejoins maintenant notre invitée ce soir, Sarah Albuquerque-Léanceau, secrétaire générale du parti Walloirie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez vu, la plupart des élus disent ne pas être surpris de ce choix de l'ex-ministre de la Justice. Et vous, est-ce que vous êtes surprise? Quel est votre sentiment? Mais écoutez, quand on sait à quel point Mme Taubira est une femme de conviction, une femme de valeur, une femme qui respecte ses valeurs, ce qu'elle représente,
ce n'est pas surprenant qu'elle ait pu prendre cette décision quand on sait un petit peu la tournure que les événements au niveau du gouvernement ont pu prendre. Donc, c'est une femme de conviction et c'est une décision qui, je trouve, est en accord avec ses convictions et ce qu'elle prône depuis toujours. Vous parlez de ses convictions et de ce timing choisi pour quitter le gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'elle aurait pu partir un peu plus tôt, avant, plutôt que de laisser les choses s'enliser avec le gouvernement? On a vu notamment avec des dossiers comme le désaccord sur la réforme pénale, etc. Il y a plein d'attaques dont elle a été la cible. Est-ce qu'elle aurait pu partir avant finalement? Mais écoutez, je pense surtout que Mme Taubira a fait, donc effectivement, vous parlez de la réforme, mais j'ai aussi envie de parler de ce qu'elle a pu faire avant, donc un travail vraiment extraordinaire en tant que ministre de la Justice, je dirais même une loi historique et puis une réforme très difficile à mener. Mme Taubira est aussi quelqu'un qui, lorsqu'elle commence un travail, a à cœur de le finir, de le faire bien. Donc je pense que si elle a choisi de partir maintenant, c'était maintenant qu'il fallait partir. Elle l'a très bien dit. Il faut savoir des fois rester et puis à certains moments il faut savoir partir. Donc là c'était le moment de partir, mais avant c'était le moment de rester. Vous parlez d'une réforme historique en parlant de la réforme pénale, c'est pourtant on pointe cette réforme comme étant laxiste, en tout cas elle est jugée laxiste parce que on voudrait réduire le temps passé en prison. Quel est votre point de vue sur ce point-là? Écoutez, quand je parlais plutôt de loi historique, je faisais plutôt référence en fait à la loi sur le mariage pour tous, une réforme difficile, celle qu'elle a menée, puisqu'effectivement certaines personnes ont eu à décrier certains points. Bon, elle est ministre de la Justice, elle sait ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle devait faire. Et nous, à Walwari, nous avons toujours soutenu Mme Taubira dans ses projets de loi, dans tout ce qu'elle a pu entreprendre. Et donc, pour notre part, nous n'avons pas à juger de la façon dont elle a pu mener son travail. On évoquait les attaques dont elle a été la cible pendant assez longtemps, justement, depuis cette réforme. Ça a été, pour ma part, je pense, bien la ministre qui a été la plus attaquée, la plus insultée. Exactement, justement sur ces insultes notamment. On ne reviendra pas dans les détails, mais pour avoir été traité de guenon, etc. Et ça a été répétitif. On a eu une affaire qui a fait du bruit avec un procès derrière, mais il y en a eu plein d'autres. Oui. Pourquoi, selon vous, elle a été autant attaquée de cette manière? Pour 3 raisons. C'est une femme, elle est noire et elle est brillante. Et je pense que ce sont des choses qui s'avèrent aussi. Tout à fait, dans le fait qu'elle soit brillante, dans le fait qu'elle ne se laisse pas faire. On a entendu son frère, donc M. Taubira, s'exprimer en disant que voilà, c'est une femme qui a du caractère, elle ne se laisse pas faire, et c'est quelque chose qui agace profondément les gens. Et non seulement elle ne se laisse pas faire, mais elle a matière à rabrouer les gens, à renvoyer les gens dans leur campement, et c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas supporter. Et donc voilà, c'est une femme, elle est noire, elle est brillante, et donc c'était déjà 3 handicaps majeurs pour elle. Ceci dit, elle a tenu bon. Elle a tenu bon pendant 3 ans. Elle a fait des choses extraordinaires. Elle a rendu tous les Guyanais extrêmement fiers d'être Guyanais. Toutes les femmes fières d'être des femmes noires et de surtout ne pas avoir honte de vouloir pousser le niveau, de devenir brillante. Elle a montré qu'elle a pu aller jusque-là et derrière elle va en entraîner beaucoup d'autres. Et pour ça, d'ailleurs, je tiens à la remercier au-delà de la femme politique, de l'appartenance politique, puisque nous appartenons au même parti. Mais au-delà de ça, je pense que nous avons tous à la remercier pour ce qu'elle a fait pour les Guyanais et pour les Guyanaises aussi. Et justement, c'est le cas aussi de la population, on l'a vu dans les reportages tout à l'heure, qui salue effectivement son parcours. Sur la question de son opposition à la déchéance de nationalité, qui cause, en tout cas selon ce qu'elle a expliqué, son départ aujourd'hui, quel est votre point de vue sur ce point? Écoutez, il faut voir que cette décision donc, de déchéance de nationalité symbolique, autant qu'elle peut être, est une demande qui vient pour moi de la droite, qui venait de la droite et qui est reprise aujourd'hui, à mon avis, dans des vues un peu électoralistes, donc qui ne représente absolument pas les valeurs de la gauche. Mme Taubira a toujours, elle, représenté, porter les valeurs plurielles de la gauche. Elle continue de le faire, elle ne se reniera pas, d'ailleurs elle le prouve aujourd'hui, elle ne se renie pas. Ses convictions sont des convictions d'égalité. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'un tel vaut peut-être plus qu'un autre, qu'un tel n'est plus l'égal de l'autre, nous vivons tous sur le même territoire. Nous sommes la patrie des droits de l'homme aujourd'hui, donc elle était jusque-là ministre de la France, donc elle défendait le droit de tous les Français, elle défendait les valeurs de la gauche, les valeurs de la République, et aujourd'hui elle se désolidarise d'un gouvernement qui pour moi ne représente
même plus les valeurs de la République qui sont de liberté et surtout d'égalité et de fraternité. Vous soulignez justement, Madame Albuquerque-Cléanceau, un parcours exceptionnel en tant que femme noire, en tant que guyanaise et que tout le monde salue aujourd'hui. Est-ce que vous avez peut-être, vous, en tant que secrétaire général du parti Walwari, le sentiment de devoir porter une lourde responsabilité sur vos épaules en tant que représentante du parti qu'elle a fondé elle-même ? Une lourde responsabilité, je ne dirais pas ça. Après, il faut pouvoir continuer à porter cette image de valeur, entre guillemets, d'excellence, d'encourager en tout cas toujours à faire mieux et à faire plus pour son pays. Alors ce n'est pas lourd parce que je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous pouvoir faire. Ce n'est pas lourd non plus parce que nous sommes énormément accompagnés, nous avons été énormément entourés, et ce n'est pas lourd toujours parce que Madame Taubira est là avec nous, elle n'est pas au-dessus de nous, elle est vraiment avec nous, qu'elle ait été donc en France, qu'elle va certainement revenir dans les jours qui viennent. Et justement, elle va vous rejoindre. Elle va rejoindre le parti Walwari en tout cas, bientôt. elle va revenir chez elle pour quelque temps, longtemps, nous ne savons pas. Elle prendra le temps de prendre le temps, justement, enfin pour elle. Voilà, et donc pour la suite, nous verrons. Il est encore un peu tôt pour savoir ce qui se passera. Donc, je ne parlerai pas ni de 2017, ni de la suite. Là, il est encore un petit peu tôt. Je pense qu'elle va rentrer chez elle, il faut qu'elle se ressource et puis qu'elle retrouve les siens. Après ces temps extrêmement difficiles. Merci beaucoup Sarah Albuquerque-Cléanceau d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. On poursuit maintenant avec ce scandale qui éclabousse des scientifiques de l'Institut de recherche et de développement. Ils ont déposé un brevet sur une molécule présente dans une plante utilisée depuis très longtemps chez nous pour soigner le paludisme. Il s'agit du quachi. La Fondation France Liberté les accuse de s'approprier les savoirs des populations autochtones. Un point de vue que partage d'ailleurs la vice-présidente de la CTG chargée de l'environnement qui a exprimé son indignation, une affaire qui ravive de vieux débats sur la privatisation du vivant. Explication à Yodélé Germain. De l'indignation, c'est le sentiment de la collectivité territoriale. Des chercheurs de l'Institut de recherche et de développement ont déposé un brevet pour obtenir la paternité de la molécule SKE. On la retrouve dans la plante Cassia amara, un arbuste à fleurs rouges utilisé depuis des générations par les communautés créoles et amérindiennes pour soigner le paludisme. Il n'est pas question que le chercheur, parce qu'il a des années d'études, parce qu'il va aller en laboratoire faire quelque chose, oublie le territoire et oublie les populations qui ont su préserver la ressource, qui ont des savoirs traditionnels et qui, eux et elles également, ont droit à ce partage juste et équitable. Si ce brevet est délivré aux chercheurs de l'IRD, les populations traditionnelles ne pourront plus exploiter leurs propres remèdes ancestraux. Le chercheur qui arrive, il ne connaît pas la plante. Donc déjà, il est introduit, on lui dit ce qui se passe, et après, il amène son savoir. Ensuite, des laboratoires, très certainement, prendront la molécule, en feront un médicament, et ensuite, ça sera vendu. Donc, il y a différentes étapes. Et le partage juste et équitable, c'est précisément d'assurer un partage de ce qui est fait avec les différents intervenants. Redistribuer les avantages financiers générés par la biodiversité de chaque territoire français de manière proportionnelle, c'est l'un des points qui ont été adoptés hier par le Sénat lors de la discussion du projet de loi sur la biodiversité. Une réforme cruciale pour la Guyane qui abrite 50% de la biodiversité française. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons recyclage avec nos déchets électroniques qui partent pour être traités en Guadeloupe. Et puis nous reviendrons sur cette rencontre entre les maires de Guyane et EDF qui se sont rencontrés aujourd'hui pour revenir sur la situation déplorable de l'électricité en Guyane. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais avant, cela fait déjà 3 ans que le projet est dans les tuyaux. Il est enfin sur le point de se concrétiser. L'entreprise AER, Anti-Environnement Recyclage, basée en Guadeloupe, va traiter les déchets électriques et électroniques de la Guyane et de la Martinique. Pour ce faire, elle a construit une nouvelle unité dédiée à la dépollution, au tri et à la valorisation. Nathalie Dinan et Dexter Moïse ont suivi les travaux à mi-parcours. À cet endroit sera opérationnelle d'ici la fin du mois d'avril une nouvelle unité de dépollution, de tri et de traitement des déchets électriques et électroniques. AER, Anti-Environnement Recyclage, s'agrandit. Ils passeront d'un volume de 3 000 à 8 000 tonnes de ces déchets, en plus des sèche-cheveux, des réfrigérateurs et autres déchets de ce type récupérés en Guadeloupe
À Saint-Barth et à Saint-Martin, cette entreprise a raflé le marché de valorisation des déchets de la Martinique et de la Guyane. Ça fait 3 ans que nous nous battons pour ce projet. Ça fait 3 ans que nous essayons de prouver aux éco-organismes que nous sommes capables de traiter, de trier, de dépolluer les déchets électriques et électroniques. Donc ça fait plusieurs années que nous sommes audités, que nous devons prouver nos taux de valorisation, nos taux de recyclage. Les tests de la nouvelle ligne de tri ont été effectués. Une chaîne qui servira pour la dépollution. Elle sera munie d'un éclateur, de plusieurs broyeurs, pour à la fin livrer de la matière première secondaire. C'est évident que sans l'apport de la Martinique et de la Guyane, nous n'aurions pas pu investir dans cette nouvelle ligne de production. Et nous n'aurions pas pu être complètement autonomes par rapport à la métropole. Là, aujourd'hui, nous allons plus dépendre du tout de la métropole, tout sera traité sur place et tout ce qui partira sera des matières premières secondaires, ce ne seront plus des déchets. Ce projet a pu voir le jour grâce à des financements de l'ADEME, de la région Guadeloupe et du FEDER. AER envisage de créer une dizaine de postes, la valorisation des déchets, un secteur d'avenir. En bref, maintenant, sachez que l'ensemble du littoral guyanais est placé en vigilance jaune avec une forte houle et une mer démontée. Le phénomène qui a commencé aujourd'hui ne devrait pas prendre fin avant demain midi. Compte tenu de ces conditions, les Guyanais sont invités à la prudence et à notamment éviter les activités nautiques à risque sur les plages. En bref, toujours un nouveau centre d'examen. Les responsables d'auto-école ont eu gain de cause après une réunion d'urgence avec la DEAL et la préfecture suite à l'agression de candidats au permis de conduire en début de ce mois. Un nouveau centre d'examen a été déterminé et c'est une première en Guyane. Désormais, les élèves qui passeront l'examen de conduite attendront leur tour dans un carbet mis à disposition près du nouveau bâtiment de la jeunesse et des sports, route de Cabassou. Ce matin, 6500 clients d'EDF ont été privés d'électricité suite à un incident sur une ligne électrique entre Organabo et Saint-Laurent. Le courant a été rétabli aux alentours de 5h30, une coupure qui intervient alors que les maires de Guyane rencontraient le directeur d'EDF peu après dans la matinée. 2h30 de discussion à bâton rompu dans les locaux de l'association des maires à Cayenne. Ils ont évoqué l'ensemble de la mauvaise qualité du service caractérisé par de nombreuses coupures, provoquées notamment par l'obsolescence en cours du réseau électrique actuel, réseau souvent en proie à des pannes. Pour les maires, c'était surtout l'occasion de faire pression sur l'entreprise. Xavier Paul Lepelletier. Plus de micro-coupures. Ces interruptions de courant hebdomadaires, voire quotidiennes, usent l'équipement ménager et le moral des habitants. Des habitants mécontents qui ensuite se plaignent à leur mairie. Problème, les élus ne savent pas quoi leur répondre. Encore moins lorsque les épisodes deviennent interminables, tels que la coupure de 30 heures d'il y a 3 semaines. Face à la direction d'EDF, les représentants des communes attendent des solutions pérennes, mais aussi des solutions alternatives, comme un déploiement plus conséquent des fameux camions relais électrogènes. Bien que le réseau devienne obsolète, pour les représentants des maires, tout reste à faire et d'urgence. Il s'agit maintenant de décider vite et de trouver les moyens financiers, soit au niveau de l'État, soit au niveau de l'EDF, peu importe. C'est à la CTG que revient de définir les orientations et les priorités à donner concernant le réseau guyanais. Le PPE, le plan pluriannuel d'électrification, est déjà en cours de rédaction, tout comme les statuts d'un syndicat mixte d'électrification. La vocation de ce document est de dessiner le paysage énergétique de la Guyane de demain, donc les besoins énergétiques, mais également les réponses par filière que les élus souhaitent apporter. Donc quel type d'énergie et à quel horizon. Nous-mêmes, nous y contribuons techniquement, notre qualité de gestionnaire de réseau. Partout dans les précédentes fonctions que j'ai occupées, nous avions comme interlocuteur privilégié un syndicat. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le secteur de l'électricité qui se met en place en Guyane. Partenaire parce que nous allons ensemble, donc autorité concédante et concessionnaire, c'est-à-dire EDF, travailler sur les solutions et les investissements qui sont à mettre en œuvre pour accompagner le développement de la Guyane. Si la direction d'EDF voit le futur syndicat comme un partenaire, à l'association des maires, il s'agit surtout d'avoir enfin une voix en mesure de faire face aux géants de l'électricité. Très sincèrement, j'espère qu'à la fin du premier semestre de cette année, nous aurons vraiment un syndicat mixte et ce sera la première fois que EDF aura face à lui un syndicat qui pourrait être force de lobbying pour aller chercher des financements autres que les quelques millions que l'on a pour notre électrification, alors qu'en Guyane on a beaucoup d'extensions à faire. Et puis une force de lobbying face à EDF qui aujourd'hui a face à lui personne, ne serait-ce que des maires, des administrés.
mais aucune force vraiment, et ce syndicat sera une force, tête de proposition, mais aussi de contestation. Dans un effort de bonne volonté, le directeur s'est engagé à ce que d'ici la mi-février, une plateforme d'échange privilégiée soit opérationnelle. Le but, que les administrations des communes puissent enfin se tenir informées en cas d'interruption d'électricité. Ce chiffre maintenant, en Guyane, le taux de suicide chez les Amérindiens est 10 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Pour tenter de réduire le phénomène, les initiatives se multiplient. Un rapport parlementaire avait même été rendu à la ministre des Outre-mer le mois dernier. Un débat sur la question se tiendra demain à l'Université de Guyane. On écoute à ce sujet 2 intervenants au micro d'Ayodele Germa. Suite à un processus très long de colonisation, les familles ont été en quelque sorte détruites. La communication entre les générations a été rompue. Alors quand il arrive des petits drames dans leur vie, des peines d'amour, des conflits avec les parents ou des conflits entre amis, ils vont se décourager et ils vont tenter de s'enlever la vie et parfois ils y arrivent. C'est très important d'abord que les communautés deviennent conscientes du problème et pour pouvoir lui faire face, c'est comme toute maladie, il faut reconnaître l'existence de la maladie pour commencer à agir. Il faut que les gens sur place collaborent, tous les professionnels, mais aussi les gens de la population, pour reconnaître des gens qui souffrent, des gens qui sont en crise et pouvoir leur donner un soutien psychologique ou les emmener à recevoir des soins médicaux. Le professeur Toussignan parlera de son expérience de prévention du suicide et des recherches sur la prévention du suicide en milieu autochtone au Canada. Donc voilà, il connaît aussi le contexte guyanais. Il a eu à plusieurs reprises à travailler avec des associations en Guyane. Et pour nous, c'est important de partager les fruits aussi de cette réflexion avec les professionnels, les bénévoles et toute personne, j'ai envie de dire, intéressée par cette question-là. Parce que plus on sera nombreux ensemble à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe ici en Guyane, dans les différentes populations en Guyane, plus on pourra être aussi efficace sur la prévention des risques suicidaires en Guyane. Vous le savez, les lycéens en terminale préparent actuellement leur avenir professionnel. Un forum adressé aux lycéens de l'Ouest s'est tenu hier à Saint-Laurent-du-Maroni. Organisé par le rectorat, l'ONICEP et l'Université de Guyane, il a vu défiler de nombreux curieux à la recherche d'orientation pour leur avenir ou qui se demandent tout simplement que faire après le bac. Les organisateurs se félicitent de cette première. Voici leur réaction. Tenu à y participer à ce forum post-bac à Saint-Laurent-du-Maroni. Déjà, d'une part, pour présenter à nos jeunes lycéens l'offre de formation que nous dispensons donc à partir du niveau bac. Donc dans des filières porteuses telles que la compta, la gestion, l'électronique également. Aussi leur offrir la possibilité pour eux de suivre des formations à distance par le biais du CNAM et tout ça dans une logique de parcours sécurisé, individualisé et modulaire. Nous proposons les licences de lettres, les licences de droit, les licences AES, les licences scientifiques telles que la licence maths informatique, la licence SVT, sciences de la vie et de la terre, et la licence sciences pour l'ingénierie. Il y a également présent sur ce forum l'IUT de Kourou, parce que l'IUT de Kourou fait partie de l'université également, avec bien sûr l'ESP qui propose différents masters. Et cette information pratique, maintenant, sachez que les services de la sous-préfecture de Saint-Laurent seront exceptionnellement fermés. Demain, ils rouvriront aux horaires habituels. Vendredi matin, en cas d'urgence, le standard de la préfecture reste ouvert au 0594 39 45 00. Un peu de carnaval maintenant, comme le veut la tradition. Chaque année, toutes les écoles maternelles et primaires fêtent cette période. En Martinique, c'est la semaine prochaine que les petits investiront les rues et les ateliers de couture marchent à plein régime pour confectionner à temps les costumes des enfants. Damien Lansade s'est rendu aujourd'hui à Belle Main Couture. Dernière séance d'essayage pour Esteban. Ici, tous les costumes sont faits sur mesure et rien n'est laissé au hasard. Là, je creuse un petit peu les emmanchure légèrement, que ça arrive plus au niveau de l'épaule. Les dernières mesures ont été prises. Esteban n'aura plus qu'à passer chercher son costume samedi. Qu'est-ce que tu en dis, Esteban ? C'est génial. C'est un beau costume avec des jolies couleurs argentées, dorées, avec le thème
musique. Je pense qu'avec les notes dessus, ça sera super. Les maternelles de l'école Sérénade ont commandé à Colette une quinzaine de costumes, tous identiques. Leur thème, c'est la musique. Donc le costume en lui-même, il est réalisé dans du satin avec deux couleurs, un jaune et du... Enfin, on ne dira pas du gris, de l'argent un peu. Hein? D'accord. Le reste du temps, Colette conçoit des vêtements sur mesure pour une clientèle exigeante. Mais pour le carnaval des enfants, elle a dû revoir ses priorités. Pour les enfants, j'ai mis de côté tout ce que j'avais à faire d'autre. Donc c'est un peu gênant parce que quand ces commandes arrivent à la dernière minute, en quelque part, j'ai des comptes à rendre avec ma clientèle habituelle. Mais comme c'est pour les enfants, c'est prioritaire. L'école Sérénade a donné un modèle bien précis de costume aux parents. Mais pour d'autres écoles, le thème est libre et la confection se fait maison. Josiane est en stage de perfectionnement dans l'atelier de Colette. C'est souvent elle qui se charge de la confection des costumes pour ses petits-enfants. Vous savez, pour un enfant, c'est pas difficile. Un pantalon, un petit haut, un chapeau, ça va vite à faire. Hein. La confection maison des costumes reste la norme. À l'atelier Bellemain, la réalisation de costumes de carnaval pour les enfants ne représente que quelques dizaines de pièces chaque année. Et pour finir, après un bilan positif pour l'année 2015, avec notamment le 69e lancement d'affilée couronné de succès, 12 en tout l'an dernier et de nombreux projets en boîte pour l'année à venir, Ariane Espace entame sa nouvelle saison de lancement ce soir avec une Ariane 5. Le lanceur va placer dans l'espace le satellite Intelsat 29, départ prévu à 20h20 précise. C'est la fin de cette page d'information locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale. À tout à l'heure.